Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue dans ce webinaire. Alors, donc du coup, hop, merci Virginie, du coup, comme ça on est sûr que ça marche et que tu nous entends. Donc voilà, je vais quand même vous couper le son parce qu'on attend quand même un petit peu de monde ce soir pour ce webinaire. Euh, Moi, j'aime bien, voilà, quand je fais ce genre de webinaire, savoir un petit peu qui vous êtes, ce que vous faites, voilà, ce que vous venez un petit peu chercher. Donc, voilà, n'hésitez pas à mettre dans le chat ce qui vous... Oui, oui, je comprends tout à fait. Mais à choisir et entre voilà, deux. je vais vous couper le son. Voilà, et essayez de bien faire attention de ne pas trop allumer les micros parce que sinon, ça va faire un peu cacophonie. Voilà, mais n'hésitez pas à nous mettre voilà, dans les commentaires ce que vous faites, votre profession, ce que vous venez chercher. Est-ce que vous travaillez déjà avec des enfants qui ont des problèmes de dyslexie, d'autisme, voilà. Est-ce que c'est déjà des choses sur lesquelles vous travaillez? Et puis, on va rapidement rentrer dans le vif du sujet, une fois qu'on aura un peu plus, voilà, un peu tout le monde qui sera arrivé, parce qu'il est tout pile 20 heures, donc voilà, les gens vont arriver tranquillement. Et donc ce soir, donc, je suis avec Elisabeth Borderlick, qui est spécialisée en neurologie fonctionnelle et qui va vous parler avec moi des réflexes archaïques et de ces enfants qui ont des difficultés d'apprentissage. Donc Florence, tu es enseignante, grande section CP. Alors Vicky, tu es en apprentie éducatrice de jeunes enfants et donc tu travailles dans une halte garderie. Donc là, tu es plutôt sur les tout petits, effectivement. Ok. Valérie, tu es assistante maternelle. Ok, bienvenue. Euh, alors, Virginie, tu es enseignante graphothérapeute. Corinne, tu es assistante maternelle. Ok. Eh bien, bienvenue à toutes et tous. Et donc, on a aussi des mamans, voilà, une maman d'un petit garçon de 8 ans, voilà, ok, pas mal d'assistantes maternelles, ok, ce soir. Et souvent, il y a aussi, voilà, des ostéopathes, des kinés. euh, donc, Sabrina, sophrologue, ok. Bonsoir, bonsoir. Ok, top. Eh bien, bienvenue à tout le monde. Et puis, alors, et je vais vous partager sans plus attendre notre petit PowerPoint que, hop, alors, présenter. Alors, par contre, ah oui, du coup, vous avez atterri là et j'ai le PowerPoint là-bas. Est-ce que, du coup, vous voyez le PowerPoint? Ouais, toi, tu vois. Ok, parce que du coup, alors, c'est un peu différent de ma configuration d'habitude. J'ai deux écrans, en fait. Donc, voilà, être sûr que vous aviez bien le PowerPoint. Super. Et donc, aussi une formatrice auxiliaire de cartouche. Ok, ok, tout bien. Euh, Alors, oui, il y aura un replay pour ceux qui demandent, hein, donc il n'y a pas de souci, il y aura un replay que vous pourrez regarder tranquillement. Mais voilà. Donc déjà, merci à tous ceux qui sont là un 2 janvier, qui ont pris le temps d'être là avec nous, parce que c'est pas forcément la meilleure date pour se mettre dans un replay avec, voilà, après le réveillon, après tout ça. Donc, merci beaucoup d'être là avec nous. Et voilà, j'espère vraiment que vous allez apprendre des choses ce soir. Et donc, on a Nicole qui est kiné et qui travaille déjà avec les réflexes archaïques. Ok, top. Donc, alors, oui, faut que je me mette sur la bonne page. Ok. Donc, ce soir, on va voir un petit peu, on va pouvoir essayer de comprendre un peu comment fonctionnent ces troubles neurodéveloppementaux et puis aussi comment les transformer voilà, en une expertise en cabinet et pouvoir l'utiliser auprès des enfants et pouvoir travailler avec ces outils. Alors, non, il ne veut pas. Euh, voilà, donc, ah oui, alors attendez, par contre, afficher. Donc, je continue à admettre les gens, sinon ça ne va pas marcher. Voilà, donc,
Donc, je me présente un petit peu, voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas forcément. Et puis ensuite, je vous présenterai Elisabeth et puis tu te présenteras aussi, bien sûr. Donc, moi, je m'appelle Capucine Verselotti. Je suis ostéopathe depuis 15 ans. Et depuis 5 ans, voilà, j'ai développé tout un tas de choses sur Internet avec une newsletter, un livre qui est sorti en janvier qui s'appelle Le développement moteur de votre enfant le développement psychomoteur de votre enfant, pardon, que j'ai coécrit avec Isabelle Filiosa. J'ai une chaîne YouTube avec euh, qui a franchi récemment, là, quand je fais sur le PowerPoint les 1 million de total de vues. Hein, ouais. Et puis, ça fait donc 5 ans que je crée des formations euh, en ligne principalement. Et donc, j'ai formé à peu près 400 professionnels. Et après, j'ai d'autres petites formations pour les parents. Euh, donc voilà un petit peu mon parcours. Et puis, alors, je vais oui, couper bien les micros, hein, ceux qui arrivent. Voilà. Bravo. Et donc ce soir, j'ai le plaisir d'être avec Elisabeth Bordernick, qui est praticienne en neurologie fonctionnelle, qui est certifiée à la méthode Melilo, qui est une approche qui va permettre de prendre en charge les enfants qui ont des troubles neurodéveloppementaux comme le TDAH, autisme, dyslexie, toutes ces problématiques-là. Elisabeth, tu es aussi une ancienne médecin et puis tu es aussi diplômée de la méthode Montessori. Euh, Est-ce que je peux te laisser te présenter, nous présenter un peu ton parcours, voilà, qu'est-ce qui t'a amené à faire ces formations? Bonsoir à tout le monde. Oui, alors effectivement, je m'appelle Elisabeth Bouderlic. Alors, je vous explique un petit peu mon parcours. Effectivement, je suis médecin à la base, médecin du travail, mais j'ai rapidement, on va dire, dévié de mon métier premier. En fait, voilà, j'ai fini mes études de médecine à Marseille et ensuite, je suis partie vivre à l'étranger où bon, difficile de travailler comme médecin du travail dans certains pays. Donc, j'ai fait beaucoup de bénévolat un petit peu au départ. Et puis ensuite, bah, j'ai eu justement ma fille qui est née toute petite, 2,2 kg, avec un retard de développement, une petite fille qui n'a pas rampé, qui n'a pas marché à quatre pattes, qui a marché à 18 mois, qui tombait vraiment droit comme un i, avec un retard de langage, en sachant qu'il y avait quand même 3 langues dans la maison, mais avec un retard de langage. Et donc, effectivement, en tant que médecin et maman, hein, surtout, je me suis dit, bon, il y a quelque chose. Malheureusement, j'entendais beaucoup par les gens autour de moi, ne t'inquiète pas, chaque enfant est différent, chaque enfant a son rythme. Et du coup, ma fille n'a été, entre guillemets, bon, il n'y a pas eu de diagnostic vraiment, mais elle a été évaluée à l'âge de 2 ans et avait en fait le développement d'un enfant de 9 mois. Aucun diagnostic vraiment posé, pas de problème génétique. On pense probablement qu'elle a manqué d'oxygène dernier trimestre de grossesse. Tout ça pour dire que bon, ben voilà, j'ai cherché, cherché. Et comme j'ai beaucoup vécu à l'étranger, ben, j'ai eu l'occasion de me former à plusieurs choses. Quand elle a eu 4 ans, je me suis formée à Montessori. J'habitais à l'époque en Égypte et j'ai été formée par une Américaine en me disant bah, au moins je vais pouvoir lui donner un environnement d'apprentissage le plus propice. Et puis j'ai continué à chercher. Pour moi, 1 heure ou une demi-heure de psychomote par semaine, 1 heure d'orthophonie, pour moi, c'était pas suffisant. Donc, j'ai continué à creuser jusqu'au jour, elle avait quand même 14 ans après, où j'ai rencontré une dame qui travaillait avec un institut aux États-Unis, d'abord, qui s'appelait The Institute for the Achievement of Human Potential. Peut-être certains d'entre vous connaissent, c'est ce qu'on appelle la méthode Doman. Et donc, je me suis d'abord formée avec eux. En tant que parent pour le coup, et j'ai travaillé avec ma fille en intensif, 6 à 7 heures par jour pendant une année à peu près. Et pour moi, c'était une super méthode dans le sens où c'était vraiment la première fois que j'avais une méthode qui s'adressait au cerveau.
C'est-à-dire que voilà, on sait que les troubles neurodéveloppementaux, ben, ça vient du cerveau, mais il n'y a pas grand-chose qui adresse ce cerveau directement. Et puis ensuite, donc j'ai tout. Bon, ma fille a bien sûr fait des progrès, heureusement, mais voilà, j'ai trouvé que ça traînait. Et j'ai eu l'occasion à ce moment-là de lire le livre du docteur Melillo, donc avec qui je suis formée maintenant, qui s'appelle Disconnected Kids. Et c'est vraiment quand j'ai lu ce livre que je me suis vraiment dit, mais c'est ça, c'est vraiment ça. Enfin quelqu'un qui peut expliquer vraiment ce qui se passe dans le cerveau d'un enfant qui a des troubles neurodéveloppementaux et de façon très logique d'un certain côté. En étant médecin, j'ai quand même un cerveau gauche un peu dominant, donc assez logique dans ma façon de fonctionner. Et ça a vraiment ouvert énormément de portes pour moi. Et donc, je me suis formée avec lui en Italie. Il était là à l'époque, donc j'ai fait une dizaine de week-ends, 3 jours avec lui pour me former à sa méthode. Et ensuite, je suis revenue vivre en France et j'ai ouvert bah, du coup mon cabinet en travaillant avec la méthode du docteur Melillo, que je crois Capucine va vous expliquer un tout petit peu plus, et puis moi aussi après. Voilà, voilà comment j'en Bah, suis arrivée là, en tout cas. merci, merci, super pour ton parcours. Et puis, donc, alors oui, c'est plutôt toi qui va nous expliquer quand même l'approche du docteur Melillo, mais oui, moi j'ai aussi euh, été formée sur les réflexes archaïques et puis moi j'ai été d'abord formée en France avec Paul Landon, donc qui a fait l'IMP, et moi ça a vraiment aussi euh, moi, la différence avec toi, Elisabeth, c'est que c'est moi qui avais un problème puisque je suis dyslexique. Et donc, c'est vrai que quand j'ai découvert le travail de Paul Landon, j'ai trouvé ça vraiment super. Et c'est une des formations qui a plus modifié ma façon de travailler au cabinet. Il y a des fois, on fait des formations, c'est vachement intéressant, mais on n'arrive comme pas à l'appliquer concrètement au cabinet. Et les réflexes archaïques, c'est vraiment quelque chose où j'ai eu vraiment de la facilité à l'intégrer à ma pratique d'ostéopathe et à pouvoir mélanger les deux euh, et pouvoir me spécialiser vraiment dans ces enfants qui ont des difficultés d'apprentissage. Voilà. Ayant aussi, moi, vécu ce parcours scolaire où avec des difficultés, je me rendais bien compte à quel point voilà, c'est compliqué de fonctionner dans ces parcours-là. Euh, et puis, euh, et puis après, moi, voilà, dans un premier temps, ma réflexion, c'était, mais pourquoi est-ce qu'on attend que les enfants ils aient 5 ou 6 ans pour leur faire ce travail d'intégration des réflexes archaïques, alors que moi, au cabinet, j'ai des bébés qui ont déjà des problèmes, en fait. Donc voilà, les premières années où j'ai vraiment essayé J'avais ces enfants avec ces problématiques-là, mais j'essayais aussi de transposer qu'est-ce qu'on peut déjà faire finalement en prévention chez le tout petit. Et donc, j'ai beaucoup, beaucoup développé de choses sur les bébés. Et donc, ça a été la première formation que j'ai créée sur les bébés et puis le gros de mon livre. Et puis après, bah, je t'ai découvert toi, Elisabeth, et donc j'ai lu aussi des livres du docteur Melillo. Et moi, la différence que j'ai trouvée entre ce que j'ai fait en France et ce que j'ai fait avec toi, c'était vraiment, j'ai trouvé que c'était plus simple à mettre en place, alors, il y a quelqu'un qui a encore des micros d'allumer. Euh, voilà, c'était plus simple, c'était presque plus facile, c'était très clair, quoi. Voilà, j'ai trouvé et puis il y a aussi des petites différences, voilà, dans la manière aussi de faire les tests et les intégrations des réflexes archaïques. Mais bon, voilà, là on rentre un peu plus dans des trucs bien plus précis. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment euh, un outil très intéressant et cette approche du docteur Melillo euh, va encore plus loin à mon sens et comme tu disais, ce constat est vraiment centré sur comment fonctionne le cerveau, ce que tu disais tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu ce que c'est quoi cette approche du docteur Melillo pour toi? Donc, en fait, c'est vraiment une approche globale. C'est-à-dire que la première question que s'est posée le docteur Mello, c'est que se passe-t-il vraiment dans le cerveau d'un enfant ou d'un adulte hein, qui présente un trouble du spectre de l'autisme, une dyslexie, un tic, enfin, toutes ces difficultés. Et lui,
Donc en fait, il est chiropracteur à la base, mais il s'est formé énormément en ce qu'on appelle en neurologie fonctionnelle, en neurosciences, en beaucoup, beaucoup de choses. Et il connaît vraiment, vraiment le cerveau à fond. Et donc, il s'est rendu compte au fur et à mesure, euh, il a développé son approche en comprenant le développement du cerveau et en se rendant compte comment, quand le cerveau ne se développe pas de façon on va dire, lui, il appelle ça le blueprint. Il dit que le cerveau a un modèle de développement qui doit être suivi par le développement de ce cerveau, un modèle très précis. Et quand ce développement ne se fait pas comme il le devrait, quand il y a un retard de maturation, surtout au niveau des hémisphères cérébraux, il y en a un qui va se construire plus rapidement que l'autre. Et la raison à la base, souvent, de cette asynchronie de développement des hémisphères cérébraux, ben, c'est la persistance de ces fameux réflexes archaïques. Donc en fait, pour comprendre sa méthode, il faut vraiment comprendre comment se développe le cerveau. On dit que le cerveau se développe de bas en haut, là, comme tu as écrit sur ta slide, bottom-up, c'est-à-dire du tronc cérébral au cortex, et qu'une fois que le cortex s'est développé, le cortex va recontrôler tous nos systèmes. On dit cette fois contrôle de haut en bas. Et il va donc contrôler nos systèmes sympathiques, parasympathiques, hormonaux, notre système moteur. Enfin, notre cerveau va tout recontrôler. Donc, l'approche du docteur Melillo, c'est vraiment d'aller voir où, où il y a eu, on va dire, une déviation de la trajectoire de développement de ce système nerveux et d'aller retravailler ce système par la base. Donc, c'est vraiment une approche qui combine ce qu'on appelle le développement de bas en haut, c'est-à-dire l'intégration des réflexes archaïques qui viennent effectivement du tronc cérébral, qui vont permettre ce cerveau de maturer, de se développer correctement. Et ensuite, ce cerveau qui a maturé va pouvoir recontrôler tous nos systèmes. Et donc, sa méthode, on va dire, c'est pas qu'elle associe, mais elle va prendre les deux points importants, c'est vraiment l'intégration des réflexes archaïques, puisque ça reflète l'intégration de bas en haut, et ensuite Moi, j'en ai même pas fait ça. l'équilibre hémisphérique, l'équilibre entre le fonctionnement de l'hémisphère droit et de l'hémisphère gauche, puisqu'on a besoin de ces deux hémisphères. Hein, l'un n'est pas, les deux sont indispensables, mais chaque hémisphère a un petit peu sa spécificité de fonctionnement. Et on a besoin justement d'une bonne communication, d'une bonne coordination, synchronisation entre ces deux hémisphères pour pouvoir tout faire correctement. Or, quand ces réflexes archaïques qui sont toujours présents alors qu'ils devraient être intégrés à l'âge de 1 an, quand ces réflexes archaïques persistent au-delà de 1 an, ils sont le reflet d'un retard de maturité du développement du système nerveux et il y a souvent comme conséquence une asynchronie de développement des hémisphères cérébraux avec un hémisphère qui va se développer plus rapidement et un qui va rester en retrait. Et c'est là où on voit ce qu'on appelle chez les enfants une inégalité des capacités fonctionnelles ou une inégalité des compétences. Vous allez avoir des enfants qui vont être excellents dans certains domaines, comme par exemple, je prends juste un enfant qui présente un trouble du spectre de l'autisme. Certains de ces enfants vont être excellents avec leur hémisphère gauche. Vous leur donnez votre date de naissance, ils vont vous dire, ah bah vous êtes né un mardi, hein, même si pour moi ça fait quand même quelques années, mais c'est instantané pour eux. Et par contre, ils vont avoir de grosses difficultés dans d'autres domaines comme, bon, on connaît hein, les enfants autistes, la communication non verbale, la compréhension des émotions et beaucoup d'autres choses. Je ne vais pas rentrer du tout dans les détails. Mais cette inégalité des compétences ben, est en fait le reflet d'un hémisphère qui va fonctionner fort en comparaison d'un hémisphère qui va fonctionner beaucoup moins bien. Et on va voir des symptômes. Alors que ce soit dans un sens, avec effectivement tout ce qui va être trouble du spectre de l'autisme, ou dans l'autre sens, avec tous les difficultés, principalement la dyslexie. Voilà. Donc son approche est vraiment basée sur chercher où le développement du cerveau ne s'est pas fait correctement et aller le corriger. Voilà. Et ça passe par l'intégration des réflexes archaïques et l'intégration entre hémisphère droit et hémisphère gauche, principalement. Merci. C'est très bien résumé et expliqué. Et du coup, bon, voilà, là, tu l'as dit, mais je l'ai remis là sur la slide. Du coup, on va pouvoir vraiment travailler avec des enfants, voilà, qui ont des TDAH, des tics, troubles du spectre autistique, troubles d'apprentissage avec son lot de dyslexie, machin. Et donc, c'est vraiment, moi, je trouve un travail très intéressant
à faire avec ces enfants. Et des fois, on a, euh, oui, je sais pas voilà, comment c'est pour toi, mais j'ai de plus en plus voilà, d'enseignants qui m'envoient du monde parce que on va voir un petit peu les chiffres tout à l'heure, hein, mais voilà, c'est en constante augmentation, les enfants qui ont ces difficultés. Et donc, quand on se retrouve dans des classes où il y a un quart des enfants qui ont des difficultés, ça devient des classes compliquées à gérer. Donc, c'est vrai que les enseignants une fois qu'elles ont compris les signes qui font penser à des réflexes archaïques, elles vont vite envoyer les enfants assez facilement parce qu'elles elles les observent toute la journée, donc elles voient bien quels sont les problèmes qu'on va rencontrer, qu'elles vont rencontrer, quoi. Donc ça, c'est vraiment des choses importantes. Euh, Est-ce que tu peux nous parler, j'ai mis la pyramide là des apprentissages, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça Ben fonctionne? voilà, c'est vrai que le développement cognitif de l'enfant, c'est vraiment tout cette fameuse, qu'on appelle ce fameux blueprint, ce modèle de développement, et qui est basé au départ par ces fameux réflexes archaïques qui viennent effectivement du tronc cérébral. Et c'est par le mouvement. Donc le mouvement, on verra, le mouvement, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important pour permettre à ce cerveau de se développer. Et on sait que maintenant, on voit que les enfants bougent de moins en moins. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles il y a de plus en plus d'enfants qui présentent des troubles neurodéveloppementaux. Mais voilà, vraiment, le développement de ce cerveau est basé effectivement sur une espèce de pyramide. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de celle que tu présentes, mais sur effectivement tous ces réflexes archaïques au départ et tout ce qui est développement sensoriel, moteur, est basé sur l'intégration de ces réflexes archaïques. Et tout ce qui va être apprentissage euh, est basé sur le reste. Donc, en fait, il faut vraiment comprendre que le cerveau se développe de bas en haut et que si ce développement, ce blueprint, ce modèle de développement n'est pas respecté, eh ben, les apprentissages, les comportements, c'est là où on va voir des problèmes. Mais en fait, le problème vient vraiment, ça, pas comment expliquer ça, mais ça vient vraiment de la base. Et la base, c'est le mouvement, le mouvement, le mouvement, le côté moteur et le côté sensoriel, principalement. Et c'est là-dessus que tout le reste va se construire. Et c'est souvent ça un peu qui est des fois un peu compliqué à comprendre quand on n'a pas compris comment le cerveau se développe et les réflexes archaïques et tout ça. C'est-à-dire qu'on va voir un comportement, c'est-à-dire un enfant qui a du mal à se concentrer et on comprend pas que en fait c'est parce qu'il a manqué de motricité à un moment ou voilà, des fois on a du mal à faire le lien entre ce qu'on observe chez un enfant et ce qui l'embête lui et ce qui embête des fois aussi son entourage et de faire le lien avec cette motricité. Mais finalement, voilà, c'est-à-dire que la motricité, c'est ça qui va construire et qui va connecter les neurones et aider. Voilà, ça fonctionne ensemble et on ne peut pas enlever le fonctionnement du cerveau et la motricité. C'est vraiment les deux vont vraiment ensemble. Et c'est une fois qu'on a construit cette base motrice que on voit tout ce qui est cognition et intelligence. C'est en haut de la pyramide une fois que le reste a été acquis, en fait. Tout à fait. Et c'est d'où l'importance, et je pense que là, ça va parler à beaucoup de personnes, d'où l'importance de connaître les acquisitions motrices du bébé et surtout de voir. Vas-y, je vais recouper le son des micros de. Je le remets. Oui, et c'est important de voir quand un enfant n'a pas rampé ou n'a pas marché à quatre pattes ou a marché à quatre pattes plus tard ou a une jambe qui traîne pendant qu'il essaye de marcher à quatre pattes, un enfant qui marche trop tôt ou trop tard. Toutes ces acquisitions motrices, elles ont un rôle très important parce qu'en fait, elles sont le reflet d'un bon développement de ce système nerveux, justement. Et donc, pour vous donner un petit peu voilà, des exemples de concrètement à quoi ça peut ressembler, je vous ai mis des petits extraits de vidéos des petits patients. Et donc, le premier exemple, là, c'est le test d'un réflexe qui s'appelle le réflexe tonique asymétrique du cou. Et donc, quand la tête tourne, le bébé il va se retrouver en position d'escrimeur comme ça.
Et donc, en fait, quand on tourne la tête, ça va connecter le bras et la jambe. Et normalement, eh bien, une fois on a grandi, on devrait pouvoir tourner la tête sans que ça embarque les bras. Et donc là, la première petite fille, je vous montre à quoi ça ressemble. Donc la consigne, c'est tu laisses bien les bras devant, d'accord? Et on est censé pouvoir tourner la tête sans que les bras suivent. Hop, on met une note légère, voilà. Hop, super. Et je peux prendre un. Voilà, super. On fait l'autre côté. Voilà. Tu laisses bien les bras devant. Voilà. On refait, tu laisses bien les bras devant. Hop, c'est parti. Et l'autre côté. Donc voilà ce qu'on va pouvoir observer, hein. Donc s'il y en a qui veulent s'amuser ce soir à tester, hein, avec leurs proches, leurs enfants, voilà, vous pouvez tester. Et là, hop, on est sur un autre enfant. Donc là, pardon pour les vidéos de chat. Donc là, si vous voyez, c'est pas comme la petite fille où tout ça part comme ça à 90 et puis à 90 dans l'autre sens. Là, on voit il y a un décalage. Donc il est plus, mais il est quand même un petit peu là, mais un petit peu moins fort. Donc on va aussi avoir des degrés de non-intégration des enfants où c'est vraiment comme la première petite fille. À gauche et des fois où ça va être un petit peu plus léger. Donc forcément, les difficultés, elles sont aussi proportionnelles à la non-intégration du réflexe. Et donc on parlait voilà de l'importance du développement moteur chez le bébé, hein, d'accord? Donc ça, ça a été mon dada, et ça l'est encore de travailler sur ce développement moteur. Et donc, c'est vrai que toutes ces étapes du retournement, on doit vraiment, retournement, ramper, quatre pattes, s'asseoir seul, se mettre debout. Voilà, c'est vraiment la clé pour l'intégration des réflexes archaïques. Donc, voilà, je vous ai remis cette petite vidéo d'un bébé qui se retourne. Et donc là, on a un autre. Alors, c'est pas un test d'un réflexe, hein, c'est plutôt, on va tester juste la capacité de l'enfant à croiser. Donc, on va tester le schéma croisé. Est-ce qu'on est capable de faire main droite, pied gauche? Et vous allez voir chez cette petite fille, c'est assez flagrant ce côté réflexe et automatique qu'elle ne peut absolument pas contrôler. Donc là, on voit, je l'aide, je lui fais les bras à sa place. Et au moment où je vais lâcher, vous allez voir, voilà, elle revient sur vraiment du même côté. Ça, c'est des choses aussi, par exemple, pour les enseignants, c'est assez facile à tester. En fait, vous prenez toute la classe, vous regardez, est-ce qu'ils sont capables de faire droite-gauche euh, ou pas. Et donc ça va vous donner déjà une bonne idée de ce qui est possible, est-ce qu'il y a des réflexes ou pas chez ces enfants qui sont pas intégrés. Tu aurais quelque chose à rajouter sur ça, Elisabeth, ou... Non, non, je suis complètement d'accord avec toi. C'est un des réflexes pour moi le plus fréquent. Je dirais, sur tous les enfants que je vois, je crois que j'en ai eu un qui l'avait pas. Tous les enfants que je vois, c'est vraiment et qui est souvent très associé au trouble des apprentissages. Parce que c'est justement cette difficulté de traverser la ligne médiane qu'on a besoin en lecture, en écriture aussi. Je confirme, c'est à peu près la même chose chez moi. C'est quasiment tous les enfants qui ont ce réflexe qui n'est pas intégré. Et quand il y en a qui ne l'ont pas, c'est vraiment des trucs des fois très localisés, voilà, des réflexes périphériques ou des choses comme ça. Donc oui, oui, c'est vraiment celui qu'on va retrouver le plus souvent euh, présent et qu'on travaille quasiment avec tous les enfants qu'on voit en consultation. Là, on va tester donc deux réflexes, le réflexe de Galant puis le réflexe de Pérez. Et donc normalement, donc c'est des réflexes qui sont dans le dos, qui vont faire l'inclinaison d'un côté ou de l'autre, ou faire une espèce de vague comme ça. Et donc normalement, on est censé pouvoir toucher le dos de quelqu'un sans que ça déclenche de mouvement. Euh, et des fois, on va penser à tort que c'est des enfants ou des adultes, hein, qui sont chatouilleux, mais en fait, non, ils ont des réflexes qui ne sont pas intégrés.
Le réflexe de Galant, ça va donner des enfants qui ont du mal à tenir sur leur chaise. Donc voilà, ça va être un côté des enfants qui gigotent, voilà, comme ça, qui ont du mal à tenir sur leur chaise. Donc ça, c'est aussi des choses qu'on rencontre assez souvent. Et donc c'est assez facile à tester. Je vous montre la petite vidéo. Donc voilà, chez lui, c'est ce petit garçon. Et puis lui, il en avait toute une collection. Je pense que je ne savais pas quel réflexe il n'avait pas qu'il avait intégré. Et à peu près tous étaient présents. Donc voilà ce qu'on va pouvoir tester. Voilà. Ça, c'est des réflexes qui sont positifs. Et une dernière hop, petite. Oh, pardon. Je suis passée trop vite. Excusez-moi. Donc, là, on a donc le réflexe d'érectation, d'accord? Donc, on va avoir. Donc là, c'est un tout petit bébé et on voit que si je lui cale les pieds, eh bien, il va ramper, d'accord? Il va faire son réflexe de réaptation parce que je vais stimuler, voilà, et je vais caler les pieds et on voit que ça déclenche la réflexe de réaptation. Et encore, il se déclenche pas très vite, d'accord? Mais c'est un bébé, on voit, je sais pas si vous avez percevé, il a un peu la tête plate, un peu beaucoup. Donc, il y avait déjà on a déjà des problèmes chez ce bébé-là et qu'on travaillait déjà à ce moment-là. Là, on en a un autre qui, lui, est passé sur du rampé un peu plus volontaire. Hein. On va passer de quelque chose de réflexe à volontaire. Donc, lui, il va voilà, développer du rampé. Euh, et là, la dernière vidéo, donc c'est un petit garçon, il a 10 ans. Et donc là, je lui demande, est-ce que, s'il te plaît, tu peux ramper? Et voilà ce que j'obtiens comme résultat. Donc, on peut supposer que s'il fait ça, c'est un enfant qui n'a pas rampé quand il était petit, parce que sinon, bah, le schéma, il est ancré en fait dans le corps. Et donc, quand on demande aux enfants de ramper, on a un rampé bras, jambes, voilà, qui fonctionne bien. Mais voilà. Euh, et donc, voilà, je trouve que ça soit le schéma croisé ou le rampé, ça nous donne des bons reflets de qu'est-ce qui a été fait ou pas fait dans l'enfance. Et c'est des choses qui peuvent être faciles à tester voilà, en tant qu'enseignant ou à la maison pour voir un peu l'état du fonctionnement des enfants. Et donc, c'est pareil, c'est un petit garçon qui vient pour des difficultés d'apprentissage avec, alors là, je sais plus, j'ai plus exactement en tête, mais il y avait au moins 4 réflexes qui n'étaient pas intégrés. Et donc, on a travaillé sur toutes ces choses-là dans son cas. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou c'est tout bon, Elisabeth? Non, non, c'est bon. Non, non. Ok. Eh bien, donc j'enchaîne. Voilà, n'hésitez pas, hein, on aura un temps de questions, donc un temps de questions. Donc, si vous avez des questions à un moment, vous pouvez les écrire. On prendra le temps de répondre. Et donc, on a commencé un petit peu à aborder ce sujet du fait qu'il y a aujourd'hui de plus en plus d'enfants qui ont ces difficultés-là. Euh, alors, c'est des chiffres hein, que tu m'avais donnés, Elisabeth, hein, aux États-Unis, où aujourd'hui, on a une naissance sur 36 où on a un diagnostic de trouble du spectre autistique, euh, et 1 sur 28 qui compte uniquement les garçons, voilà. Et que le diagnostic de l'autisme est 4 fois plus fréquent chez les garçons que chez les filles. Mais bon, ça, c'est. Voilà. On a une augmentation de 178% en à peine 20 ans. Euh, et ce qui représente aujourd'hui à peu près voilà, 7 500 nouveaux cas par an en France. Et ça ne fait qu'augmenter. Et on va voir que les autres troubles, c'est à peu près la même chose. Hein. On a une augmentation du TDAH avec 1 enfant sur 9 aux États-Unis, avec une augmentation à 15 à 20% par an. Troubles de langage, troubles des apprentissages. Voilà, on a une augmentation aussi avec et d'autres troubles comme le syndrome de Gilles de la Tourette avec 1 enfant sur 162. Voilà. Et donc, on a une augmentation à peu près, on a à peu près 25% en tout, hein, si je ne me trompe pas, Elisabeth, des enfants qui vont
qui vont tomber dans un de ces diagnostics, hein, que ce soit Oui, la on dit dyslexie. 4 à 5, 4 oui, c'est ça, à peu près 20-25% Dans auront un diagnostic 25% de posé avant, je sais plus, 8 ans. avant l'âge de 8 ans. Mm. Et donc, donc c'est vraiment énorme. C'est-à-dire que dans une classe, voilà, ça représente 4 à 5 enfants par classe. Et donc, ça fait un nombre d'enfants quand même assez important qui vont avoir ces problèmes-là. Et on en discutait l'autre jour, pourquoi en fait on a cette explosion. Alors, c'est sûr qu'il y a une amélioration du diagnostic, mais ça fait pas tout. Et ce que tu disais, Elisabeth, c'est que notre société aujourd'hui, elle a vraiment un impact négatif sur le développement du cerveau des enfants, à travers, bien sûr, on en a abordé déjà le manque de mobilité, d'accord? Les enfants ne bougent pas assez dès la naissance, ne sont pas assez dehors, ne bougent pas assez. On a vraiment une réduction du nombre de la distance qu'ils sont capables de faire. D'accord, donc et on voit ça, ce changement-là, il est aussi pour nous adultes, hein, c'est-à-dire que l'homme de Néandertal, il parcourait en moyenne 30 km par jour. Les fermiers du début du siècle, ils étaient à 15 km. Et nous, aujourd'hui, j'ai plus les chiffres exacts, mais je crois qu'on est autour de 800 mètres parcourus par jour, quoi. Voilà, hein, quand on recommande les 10 000 pas, ils sont là pour aussi que notre cerveau fonctionne bien. Et là, bien sûr, voilà, sur la slide, on parle bien sûr aussi des écrans, hein, où aujourd'hui les enfants passent en moyenne 7h30 par jour sur les écrans aux États-Unis, donc téléphone, tablette, ordinateur. Voilà. Et bien sûr, tout ça, ça a des conséquences sur le développement. Et on a d'autres facteurs, hein, comme aussi l'alimentation. Euh, on pourra Ouais, en il parler. y a beaucoup de facteurs. On parle vraiment d'une accumulation de facteurs de risque. Il y a beaucoup de facteurs de risque, que ce soit les parents, la naissance, les maladies. Il y a beaucoup, beaucoup de facteurs de risque. Mais voilà, les gros facteurs, c'est aussi effectivement le manque de mouvement et les écrans par les mobilités aussi, hein. Mm. Oui, c'est ça. Quand on passe 7h30 sur un écran, on ne les passe pas à bouger. Ouais. Mathématiquement, il y a un moment, ça marche. Et donc, moi, je pense que je trouve que c'est génial de travailler avec ces enfants. Donc, mais voilà, il y a aussi un marché qui est énorme, hein, avec tous ces enfants qui arrivent et qui cherchent des fois aussi des méthodes de soins, hein. Donc, aujourd'hui, on a 6 à 8 mois d'attente pour avoir un rendez-vous chez l'orthophoniste. Et encore, l'orthophoniste, elle ne connaît pas les réflexes archaïques. Donc, des fois, elles sont aussi, elles vont travailler et elles font ce qu'elles peuvent, mais tant que il n'y a pas du mouvement qui est remis, il n'y a pas cette intégration des réflexes. Des fois, en fait, et moi, j'en ai eu en cabinet, ça va faire des progressions très lentes. Voilà, il y a quand même un petit peu quelque chose qui se fait, mais pas aussi bien. Et je trouve que des fois, ce qui serait intéressant, ça serait de pouvoir faire notre travail sur l'intégration des réflexes archaïques, puis après, ils retournent faire de l'orthophonie. Voilà, on était d'accord avec moi. Euh, Ouais, complètement. Il faut voilà, donc vraiment travailler de bas en haut en même temps que travailler de haut en bas. Il faut vraiment associer les deux modes de stimulation. Mm. Donc pour moi, voilà, il y a vraiment un marché assez aussi conséquent et des enfants et des parents, surtout les parents, qui cherchent voilà, des moyens d'aider et d'accompagner leurs enfants. Et donc je pense que c'est vraiment intéressant de pouvoir se spécialiser avec cet outil-là, des réflexes archaïques. Voilà, moi je trouve que c'est une clientèle très sympa avec lesquelles on peut travailler euh, en cabinet. Voilà, on va faire un petit temps de questions. Donc voilà, s'il y a des personnes qui ont des questions, Il y avait n'hésitez une question qui a été posée, c'était combien il y a de réflexes archaïques? pas. Alors, je sais qu'il y en a plus d'une quarantaine, mais nous, on travaille principalement sur huit réflexes. Et on sait que quand on a travaillé, récupéré cela, il y a beaucoup d'autres qui rentrent dans l'ordre directement. Mais il y en a beaucoup de réflexes archaïques. Ah oui, ben merci, parce que j'ai perdu les questions en fait. Oui, ouais, c'était Vicky, je crois, qui a posé cette Ok, question. merci. Ah oui, ça y est, ok, c'est bon, j'ai repris. Alors, ça y est, j'ai repris les questions. Ok. Alors, ah oui, excusez-moi, du coup, je vais les reprendre les unes après les autres. Alors, donc il y a Florence qui demande, est-ce qu'avec l'entraînement, ils finissent par y arriver?
est-ce que ça veut dire que le RTAC a été intégré? Tu veux répondre ou je réponds? Bah, moi, j'aurais dit pas forcément. Faut vraiment travailler le réflexe et je pense qu'il faut mieux récupérer le croisement en travaillant le réflexe que en... Bon, les deux vont travailler, hein, mais je pense qu'effectivement, faut repasser par vraiment par intégrer le réflexe d'abord. Oui, je suis assez d'accord. Sabrina, tu dis un enfant qui dort en position de streamer, mais qui n'a pas de déséquilibre quand on teste, est-ce normal? Euh, Ben, ça peut, si le réflexe est toujours présent parce qu'il est petit. Si sa tête est tournée d'un côté, automatiquement son bras va s'ouvrir. oui, ça Ça dépend de dépend l'âge, en fait. Ouais, Voilà, ça dépend de l'âge, ça exactement. dépend de l'âge. Ouais. Et après, oui, on a quand même le droit de dormir avec le bras tendu. Quoi, voilà, il y a comme, Oui, en fait, oui. dans les réflexes, on teste quand l'enfant est réveillé. On le teste et on regarde est-ce qu'il est présent ou est-ce qu'il n'est pas présent. Et moi, c'est ça vraiment quelque chose que j'aime beaucoup dans les réflexes, c'est que, en fait, on teste, en fait. C'est-à-dire qu'on peut avoir des enfants qui ont des difficultés à droite, à gauche, des choses. Le réflexe, on le teste. Il est là, il n'est pas là. Il est là, on fait le travail d'intégration. Ensuite, donc tu as répondu à la question, combien il y a de réflexes? Ah bah, Carole, tu demandais voilà, pourquoi autant d'enfants ont ces problèmes et quelles en sont les causes. Donc, je pense qu'on a partiellement répondu à ta question. En tout cas, voilà, les causes, elles sont multiples, multifactorielles. Et donc, on va avoir des enfants qui vont cumuler des problématiques, d'accord? Donc, effectivement, euh, si un enfant qui pas fait de ramper puis pas fait de quatre pattes, mais qui derrière, moi, j'ai souvenir d'un enfant qui, les parents l'avaient inscrit au judo et au judo, ils font du rampé. Et donc finalement, il avait, à travers ces exercices du judo, commencé à travailler. Et donc on a continué, mais voilà, ça dépend vraiment de tous ces facteurs. Voilà, est-ce que les parents, tous les week-ends, vont faire des balades, encouragent les enfants à grimper, ou est-ce que, oulala, pas de sport, et puis on laisse les enfants à l'intérieur, ils bougent pas trop. Voilà, il y a tellement de facteurs qui vont rentrer en cause que c'est, voilà. Mais voilà, il y a différentes choses. On demande pourquoi les soignants ne sont pas formés aux réflexes archaïques. Très bonne question. Même dans la formation de médecin, on l'a pas, hein. Je veux dire, si, c'est la première chose qu'un pédiatre va faire quand un bébé naît, c'est regarder ses réflexes. Mais malheureusement, après l'âge de 1 an, on les cherche plus parce que pour eux, ils sont intégrés. Donc, ouais, c'est pas, on n'est pas Moi, formé à ça. j'ai une partie de la réponse. Je pense que c'est quelque chose de très récent. Et du coup, il faut un temps que l'information et la connaissance, elle puisse passer, en fait. C'est-à-dire que toi, Elisabeth, tu es formée aux États-Unis, donc c'est comme beaucoup plus admis et courant, et on voit qu'il y a des grands centres d'intégration des réflexes archaïques. Voilà, c'est vraiment quelque chose, c'est complètement passé dans dans la culture là-bas de faire ce travail d'intégration. En France, on commence, en fait. Donc, pour moi, la problématique, elle est là, et dans 10 ans, on en parlera beaucoup plus et ça sera beaucoup plus passé. Et voilà, et c'est pour ça aussi qu'on est là toutes les deux, c'est pour transmettre ces connaissances. Donc, ensuite, Carole, tu nous dis, voilà, quelles sont les solutions si les enfants ne veulent pas faire leurs exercices chaque jour? Alors oui, alors là, on rentre vraiment dans le très concret. Euh, Moi, des fois, il y a différentes choses. Souvent, c'est les parents qu'il faut convaincre, pas vraiment les enfants. Euh, les convaincre de l'intérêt de faire ces exercices-là. Euh, Moi, quoi, tu pourras nous donner ton avis, hein, mais plus ils sont petits, plus je vais aller faire des exercices où c'est un peu plus passif, hein, où c'est les parents qui vont faire sur l'enfant. Voilà, donc comme ça, la responsabilité, elle est aussi rebasculée au niveau des parents. Euh, voilà, c'est un peu des choses. Et après, des fois, si je me rends compte que ils ont du mal à faire les séances, à faire les exercices, je vais leur dire, ben, sinon, le choix, c'est de venir un peu plus souvent au cabinet. Tu veux nous donner un peu ton... Ben, je peux répondre à une question en même temps, parce que du coup, ça va remplir. Quelles sont les différences entre la méthode de Paul Landon et la méthode Mélilo pour la réintégration des réflexes?
Donc, ça va répondre en même temps un petit peu à cette question-là. Le docteur Melillo donc, travaille principalement sur voilà, c'est 8, 9 réflexes archaïques et on travaille énormément de façon, alors on va pas dire passive, mais c'est vraiment plutôt, c'est les parents qui vont aller stimuler les réflexes et non pas faire forcément des exercices eux-mêmes au début, les enfants, hein. C'est vraiment les parents qui vont stimuler les enfants. Pourquoi? Ben parce que ça va beaucoup plus vite pour intégrer les réflexes. Et aussi, d'autre part, voilà, la grosse différence, je dirais, c'est que le docteur Melillo travaille avec des enfants qui ont des gros troubles, beaucoup d'enfants aussi TSA, non-verbaux hein, aussi, donc des enfants qui sont ben, difficiles pour travailler avec eux. Et avec ces enfants-là, on ne peut pas leur demander de mettre une petite pression sur une main ou de quoi que ce soit. Il faut vraiment nous travailler avec eux, travailler sur eux, stimuler directement ces réflexes archaïques. Et donc, il a vraiment créé sa façon de travailler les réflexes archaïques qui, pour lui, est beaucoup plus efficace. Et notamment, on peut vraiment travailler avec, je Enfin, dirais, je suis désolée. n'importe quel enfant. Tout enfant euh, je veux dire, même si c'est des enfants difficiles, hein, parce que moi je travaille avec des enfants autistes sévères quand même, on peut travailler les réflexes archaïques, on peut intégrer. On n'a pas besoin, on va dire, que l'enfant fasse un exercice de façon indépendante. On peut, nous, intégrer ces réflexes en les stimulant directement. Ça, c'est une grosse différence, enfin, pour moi en tout cas. Alors, j'ai pas fait la formation de Paul Landon, mais de ce que j'en ai Oui, vu oui, et de je ce peux que, te confirmer. c'est pas la même approche. Et aussi, la différence, c'est que pour le docteur Melillo, l'intégration des réflexes archaïques, c'est la première étape. C'est une étape pour aller stimuler le système nerveux, mais lui, il va beaucoup plus loin en travaillant sur après aussi l'équilibre hémisphérique, voilà, qui n'est pas du tout touché dans la façon de travailler de Paul Landon. Oui. Ensuite, Marion, donc tu demandes, voilà, quel professionnel peut intégrer ces réflexes? Effectivement, il y a différents professionnels qui vont pouvoir faire ça. Souvent, on a une profession de base, comme moi, ostéopathe, ou comme toi, Elisabeth, médecin, et on s'est formé en plus au réflexe archaïque. Donc après, il faut aller chercher dans les annuaires des personnes qui forment pour aller trouver des professionnels qui sont formés au réflexe archaïque. Les Euh, psychomotes aussi, souvent, enfin, voilà, les les gens qui sont dépendants psychomotes, les chiro. des chiro. Et Ouais. après, il y a des gens qui font qui font des formations juste sur les réflexes archaïques. Moi, il y a des profs de sport aussi, des gens comme ça. En ce moment. Euh, voilà. Tu Donc, veux qu'on oui, cite les 8 ou pas? tu les as pas. Oui, vas-y, cite les 8. Ben, rapidement, il y a on va pas rentrer du tout dans les détails, mais les principaux, c'est vraiment réflexe de peur paralysante, le réflexe de Moro, le réflexe asymétrique tonique du cou, le réflexe symétrique tonique du cou, le galant, réflexe de galant, le réflexe tonique du labyrinthe, le réflexe palmaire, le Babinski, le réflexe de succion, points cardinaux, voilà. Donc voilà, ça c'est les principaux. Il y en a qu'on regroupe un peu. Succion, points cardinaux, fouissement, c'est les mêmes noms, hein. Voilà, en gros, il y en a 9 sur lesquels on travaille, principalement. Et c'est ceux qui ont un rôle le plus important dans tout ce qui est troubles du comportement et des apprentissages, en général. Donc, ensuite, Didier, tu demandes, voilà, est-ce que l'alimentation, bah oui, forcément, l'alimentation, elle va jouer aussi un rôle dans ces troubles. On va pas creuser là aujourd'hui. Euh, donc, Florence, tu demandes les exercices à faire pour intégrer le RTAC. Ben, voilà, je te donnerai pas tous les exercices qui sont possibles de faire, mais voilà, oui, effectivement, il y a plein de choses qu'on peut faire pour intégrer ces réflexes-là. Euh, Alors, oui, un bébé en avance, est-ce que c'est gênant? Je dirais oui ou non, ça dépend. Est-ce qu'il a fait toutes ces étapes et qu'il est en avance? Là, il y a moins de soucis. Par contre, est-ce qu'il est en avance mais qu'il en a raté certaines? Donc là, oui. S'il marche, par exemple, trop tôt et qu'il n'est pas passé par le 4 rampé et le 4 pattes, oui, ça va être embêtant. Par contre, si c'est un enfant qui a rampé, marché à 4 pattes, qui a fait ses acquisitions mais toujours un petit peu plus tôt, je pense pas. Tu es d'accord, Capucine? oui, 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 complètement, complètement. Je lisais un peu les autres questions. C'est vrai que vous avez pas mal de questions, voilà, sur des cas spécifiques. Donc, je sais pas trop si on va vraiment creuser
En plus, là, voilà, Didier, tu poses des questions sur un tout petit, donc ce qui est un peu moins le sujet d'aujourd'hui. Euh, la différence entre Paul et Mélilo, ça, on vous a répondu. Euh, alors, oui, Marina, tu poses la question sur un bébé de 17 mois qui est toujours allaité, qui se réveille toutes les 2 heures, qui a du mal à dormir. Bon, ça, ouais, voilà, moi qui travaille beaucoup avec les bébés, effectivement, tu peux avoir des réflexes, mais c'est pas obligé d'avoir, c'est pas forcément un réflexe. Il y a différentes choses parce que avec l'allaitement, tu peux aussi avoir des problèmes de satiété, ils n'arrivent pas à satiété. Tu peux faire, ça peut faire penser au réflexe de Moro. Il y a différentes choses et c'est compliqué de répondre comme ça sur un cas. Donc là, le mieux, c'est que tu trouves quelqu'un qui est formé chez moi et que tu puisses prendre un rendez-vous, quoi. Si c'est pour ton bébé, je suppose que c'est ça. Mais bon. On a Un enfant de 18 mois qui fait du quatre pattes avec une jambe qui traîne, c'est typique d'un réflexe asymétrique tonique du cou, voilà, celui qu'on a tout présenté. à l'heure en vidéo. Eh ben, Nicole, tu nous poses une question servie sur un plateau. Existe une formation à la méthode Mélilo en francophonie? Eh bien, C'est moi. c'est la suite du programme. Voilà. Donc, une fois qu'on aura fini de répondre à toutes vos questions, on vous présentera donc voilà la formation que donnera Elisabeth justement sur cette approche du docteur Mélilo. Euh, La fréquence de l'entraînement dans les exercices Docteur Melillo, absolument, tous les jours, au moins 5 6 jours par semaine, oui, absolument, même 2 fois par jour. Mm, Donc, Marion, tu demandes que les exercices au cabinet, on peut faire des adaptations en classe ou à la maison? Oui, oui, tout à fait. Moi, absolument. j'ai vraiment, euh, la formation que j'avais fait pour les parents, à la base, j'avais réfléchi pour les parents, puis pour les enseignants, pour que vous puissiez avoir des exercices justement à faire en classe avec les enfants. Pour moi, c'est vraiment voilà, un endroit, en tout cas en classe, où on peut vraiment faire plein de choses. Euh, Bah, ah, l'enfant polyhandicapé, pour moi, je pense qu'il faut passer par essayer de ramper avant de le mettre debout. ouais. Et je mettrais bien une pièce qui n'arrive pas non plus à se retourner, en fait. C'est comme Mm. c'est ramper, on est encore trop loin. Oui, 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 non, tout à Je fait. Ça ferais- dépend de l'âge, hein, mais Ça je veux dépend de dire, l'âge et tout de à la fait. compétence. Ouais, Mais il ouais, faut reprendre par la base. Mm. faut reprendre l'étape la plus précoce qu'il a pas. Et si c'est tenir sa tête, on est à tenir sa tête, en fait. Ouais. Et tenir à plat ventre, voilà, redresser. euh, voilà. Donc oui, ouais, des fois, voilà, je sais pas il y a encore plein de questions. Ouais. On va peut-être, voilà, désolée pour ceux. Ouais, donc, tu as répondu, oui, entraînement tous les jours. Euh, alors, j'essaie de reprendre voilà, un peu toutes les questions. Alors, la question, donc, quand on a une formation non reconnue comme la sophrologie, naturopathie, peut-on exercer avec les réflexes archaïques? Alors, aujourd'hui, oui, on peut. Voilà, il y a des statuts qui existent, mais après, c'est sûr que, voilà, moi, on a toutes les deux, hein, Elisabeth, des centres de formation, on va pouvoir vous certifier vous êtes formé chez nous. Après, ça n'empêche pas qu'il y a tout un travail de communication à faire derrière pour pouvoir en vivre. Et donc, c'est sûr que c'est quand même plus facile quand on a déjà une profession à la base qui est dans le domaine de la santé. Après, c'est pas impossible, hein. Je connais des gens, mais voilà, il faudra vous. C'est sûr que ça sera un peu plus exigeant quand vous n'avez pas de background dans le monde de la santé, quoi. Après, moi, je travaille comme je travaille, mais en fait, enfin, comment on va dire, je suis pas reconnue comme médecin hein, maintenant. Donc ça, c'est clair. Moi, je suis vraiment enregistrée comme je disais, praticienne dans le domaine de la neurologie fonctionnelle, parce que la médecine ne reconnaît pas ce que je fais, donc j'ai pas le droit d'utiliser mon titre de médecin hein, quand je travaille. Donc c'est même pas écrit sur ma plaque que je suis médecin. Hein. Ça m'empêche pas de le dire aux patients. Mais voilà, ce que je veux Voilà, dire, oui, c'est oui. que voilà, ce que je veux dire, c'est que moi j'ai une personne qui s'est formée, qui est
qui était instite, qui a arrêté, qui a ouvert son propre cabinet pour travailler avec des enfants en difficulté scolaire, ben, elle a intégré les réflexes, elle l'a intégré dans son travail. Donc c'est absolument faisable sur plein de niveaux. Et puis je pense que ça va se développer de plus en plus, quoi, hein. Mm. Tout à fait. Voilà, je suis tout à fait d'accord avec toi. J'en connais aussi hein, qui ont que la formation sur les réflexes Oui, et qui ont des cabinets qui tournent. Hein, mais voilà, il y a quand même aussi oui. voilà, un travail de se faire connaître. Voilà. Mm. Ta question, est-ce que... Non, à mon avis, tu pourras utiliser le même statut, en fait. C'est juste, tu pourras dire, voilà, je suis sophrologue et je suis formée au réflexe archaïque. Tu n'es Oui. pas obligé de créer deux statuts, après, c'est trop compliqué. Euh, Donc voilà, je vous présente, du coup, on a un peu traîné sur les questions-réponses, mais bon, voilà, merci d'avoir posé toutes vos questions. Puis s'il y a voilà, d'autres questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, puis je traiterai les trucs, les questions comme ça individuellement. Euh, donc voilà, donc la formation avec Elisabeth, elle se fera donc en live, hein, d'accord, hein, via Zoom. Et donc, vous verrez vraiment l'approche du docteur Melillo avec le syndrome de déconnexion fonctionnelle, voilà, tout le développement du cerveau, comment ça fonctionne, que fait l'hémisphère droit, que fait l'hémisphère gauche, euh, tous les réflexes, un par un, comment les intégrer. euh, tout ce qui est tonus musculaire, moi que j'ai vraiment beaucoup aimé, toute cette partie sur le tonus musculaire, ça paraît rien comme ça, mais je trouve que c'est vraiment quelque chose qui change la donne dans la prise en charge des réflexes, de comprendre ce tonus musculaire et son importance. Euh, C'était comme si intuitivement je le savais, mais de l'avoir vu avec toi, c'est vraiment, voilà, ça paraît pas grand-chose, mais c'est essentiel, quoi. Donc voilà, vous aurez toutes ces choses-là, toute la compréhension du cerveau, c'est passionnant. Euh, donc voilà. Et avec ça, Alors, je fais juste une petite aparté. Il y aura effectivement, j'ai expliqué dans la formation le développement du cerveau, l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche, mais je ne vais pas rentrer dans la partie équilibre hémisphérique au niveau travail. C'est fait partie de, enfin, cette formation-là, c'est vraiment sur les réflexes archaïques, mais en comprenant tout ce qui est la neurologie fonctionnelle, tout le développement du cerveau qui est derrière et le fonctionnement des hémisphères, mais je ne rentrerai pas dans la thérapeutique de comment équilibrer l'hémisphère droit, hémisphère gauche. Voilà, ça c'est autre chose. voilà. Je voulais quand même, j'en profite parce que j'ai vu passer une question là. Effectivement, la Haute Autorité de Santé, elle a déconseillé aux psychomotriciennes de faire les formations sur les réflexes archaïques. Euh, mais pour moi, c'est vraiment cette histoire de c'est pas encore bien passé, en fait. Parce que dans leur argumentaire, c'était il n'y a pas d'études scientifiques, alors qu'en fait, Il y en a vous plein. allez chercher sur PubMed, donc le moteur de recherche des études scientifiques, vous tapez Archaic Reflex, et vous allez voir, vous avez des centaines et des centaines d'études qui sortent juste avec ce mot-clé-là. Donc, il y a de la data, il y a de la recherche, et il y en a énormément et il y en a de plus en plus, en fait. Parfait. Donc c'est juste que, voilà, pour l'instant, ils sont un peu encore frileux, mais je Et pense que puis ça le viendra. réflexe de peur paralysante, c'est en anglais, c'est Fear Paralysis Reflex. Je connais pas d'autres noms en Non, français. moi, non. C'est vraiment réflexe de peur paralysante. C'est différent du réflexe de Moro. C'est ouais, c'est l'inverse, c'est du parasympathique. Ouais, tout à fait. Mm. Euh, donc, dans la formation, vous aurez aussi accès donc, à l'espace de formation que moi j'avais créé. Et dedans, vous allez avoir des fiches résumées. Vous avez aussi les vidéos des tests des réflexes. Et vous avez tout un tas d'autres exercices que vous allez pouvoir utiliser. Vous avez une partie sur l'alimentation. Voilà, tout ça, ça sera les vidéos qui seront dans l'espace de formation en plus, d'accord? Donc, vous aurez plein d'autres outils complémentaires pour accompagner les enfants dans ces difficultés d'apprentissage. Donc ça sera sous format vidéo euh, en replay dans l'espace de formation. Euh, donc, vous aurez dans la formation, vous aurez donc là, je vous ai mis les dates, on les a déjà calées. Donc, c'est le 12, le 15, le 19, le 22, le 26 et le 29 janvier. Et le 5 avec Elisabeth. Donc, ça sera
de 12h30 à 14h, d'accord, via Zoom, d'accord, vous aurez un lien comme aujourd'hui là, et ça sera fait euh, via Zoom. Et le 2 janvier, le 2 février, ça sera avec moi et je vous ferai un atelier sur tout ce qui est communication parce que une fois qu'on a ces nouvelles connaissances, c'est génial, mais il faut aussi pouvoir trouver des nouveaux et ces enfants, comment on fait pour qu'ils viennent à notre cabinet, comment on va se présenter, euh, etc., etc. Donc, il y aura donc un groupe WhatsApp. Donc, comme je vous ai dit, l'espace de formation. Je vous donnerai aussi des templates d'emails que moi, je vous ai préparés pour communiquer, puis cet atelier sur la communication. Voilà, le groupe WhatsApp, il permet de vous envoyer les liens de Zoom et il permet aussi de poser vos questions si jamais vous en avez. Euh, Donc voilà, donc en gros, vous avez quand même pas mal de choses dans cette formation. Vous avez tous les lives avec Elisabeth et moi, les vidéos, les fiches. Je vous ajouterai aussi dans l'annuaire pro qui est sur mon site. Moi, j'ai des demandes à peu près toutes les semaines de personnes qui cherchent des personnes, des parents qui cherchent des professionnels formés. Donc voilà, ça permet d'avoir des nouveaux clients via cet annuaire pro. Et donc, tout ce qui est l'atelier marketing et communication, qui pour moi est aussi essentiel pour pouvoir trouver des patients. Ça ne sert à rien de juste avoir de nouvelles connaissances et de ne pas pouvoir les utiliser. Et je pense que c'est vraiment quelque chose sur lequel on n'est pas très, très bon en tant que professionnel de santé. C'est-à-dire que nous, ce qu'on aime, c'est être au cabinet, être avec nos patients, et les aider, accompagner ces enfants. Et on est un petit peu frileux sur cette communication, visibilité. Voilà. On aimerait que ça se fasse tout seul, euh, mais c'est pas exactement comme ça que ça marche. Et malheureusement, à compétences égales, ça sera toujours celui qui est le plus visible, qui aura le plus de patients, d'accord? Bien sûr qu'au bout d'un moment, le bouche à oreille, et quand on est bon, ça va finir par faire son effet. Mais quand on veut démarrer, ben, ça peut être un petit peu lent. Et donc, avoir deux, trois outils, oser aller se montrer, oser faire des petites actions, euh, ça peut vraiment changer la donne pour démarrer. Touc, touc, touc. Et donc, voilà, donc la formation, vous avez la version en ligne, le groupe WhatsApp et toute la partie communication. Et donc, là, on vous fera donc jusqu'au 12 janvier, jusqu'au démarrage de la formation. La formation, elle sera au prix de 987 euros pour rejoindre cette formation. Tout, tout, tout. Alors, vous pouvez, alors, vous pouvez aussi retrouver voilà, des témoignages sur la chaîne, sur ma chaîne YouTube, si vous voulez. Alors, c'est plutôt des témoignages sur ma formation Baby Move, la formation sur les bébés, mais euh, je pense que j'ai mis à peu près la même énergie je connais la formation d'Elisabeth. Donc, voilà, la qualité est tout aussi bonne. Et quelques autres voilà, de témoignages de mes formations qui sont là. Et donc, hop, je vais vous reprendre en en plein écran, arrêter le partage pour vous répondre aux dernières questions qui ont été posées. J'ai vu qu'il y en avait d'autres. Donc, alors, euh, alors, Joël, donc tu as demandé, est-ce qu'on peut suivre cette formation en replay? Donc, oui, vous aurez le replay pendant une semaine et après supprimés. D'accord? Donc, si vous n'êtes pas là pile à l'heure, vous pourrez, voilà, vous pourrez regarder le soir ou dans la semaine. Et donc, Rina, voilà, tu as dit, euh, c'est un peu la même question. Voilà. Donc, tu peux le regarder en asynchrone pour pouvoir la suivre. Ah oui, Christelle, tu mets oui, elle donne les replays sur WhatsApp. Alors, Didi, tu dis, est-ce que j'ai prévu de créer des formations pour les assistantes maternelles plus courtes?
Pas pour l'instant, mais si tu veux, tu peux prendre des formations pour les parents. En général, ça suffit pour les assistantes maternelles. Sauf si vraiment tu veux te spécialiser. Moi, j'ai quelques assistantes maternelles qui ont fait les formations plus grosses, mais sinon, tu peux déjà aller sur les formations pour les parents. Il y a déjà pas mal de choses. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions sur cette formation? Vous pouvez aussi, bien sûr, me les poser par mail. D'accord? Donc, demain, vous allez recevoir le replay du webinaire. Et puis, vous pourrez aussi prendre un rendez-vous avec moi pour celles qui ont encore des questions. Euh, voilà, et on attend. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur la formation, Elisabeth? Bah non, je crois que tu as été très clair. Alors oui, il y a un paiement en plusieurs fois. Vous avez une option de paiement en 6 fois. Euh, oui, alors attends, c'est qui? Christelle, oui. Je peux pas te répondre pour l'instant. Donc, j'ai des personnes qui ont déjà fait la formation qui Move et qui voudraient faire ta version. Donc, je verrai avec Elisabeth, puis je vous redirai dans le groupe. Euh, ok, merci, merci. Oui, ben voilà, ceux qui ont déjà fait la formation Kids Move, il faut que je vois avec Elisabeth ce qu'on peut faire pour vous. Voilà, donc je vous redirai. Je vous redirai. Non, Didi, tu demandes si ça peut être financé par le compte formation. Non, il n'y a pas de, on peut pas utiliser le compte CPF. Voilà, parce que CPF, c'est très, très compliqué. Donc, c'est pas possible. Voilà, désolé. Est-ce que cette formation est adaptée pour les orthophonistes ou faut-elle privilégier pour les parents? Alors, en fait, la formation pour les parents, c'est vraiment une ébauche hein, des réflexes archaïques. C'est-à-dire que en tant qu'orthophoniste, moi, je trouve que c'est plus intéressant de faire la formation pro parce que là, vous allez vraiment pouvoir l'utiliser en consultation et ça va vraiment vous débloquer tout un tas de problématiques que vous rencontrez. Et pour moi, c'est vraiment ces enfants qui ont une progression un peu lente, en fait, où vous allez vraiment voir du changement. Donc, non, non, moi, pour les orthophonistes, je vous recommande la formation pro, hein, ça, c'est sûr. C'est sûr, vous allez l'utiliser au quotidien. Donc, Mm. oui, Nicole, tu demandes est-ce que cette nouvelle formation intègre la formation Kids Move? Oui, en fait, c'est ça, c'est que les deux formations, elles fusionnent, en fait. Voilà, donc, parce que de toute façon, c'était quasiment la même chose. C'est que là, vous serez en live avec Elisabeth au lieu d'être en live avec moi. Et je trouve que Elisabeth est encore plus calée que moi sur le cerveau. Et voilà, je trouve que c'était vraiment très intéressant qu'elle soit là pour expliquer tout ça. Je trouve que c'est vraiment, ça nous aide à comprendre à quel point les réflexes archaïques, ça a vraiment un impact presque, c'est presque comme quand moi, on l'a expliqué, c'était les réflexes archaïques, mais là, c'est les réflexes archaïques, comment ça modifie le cerveau. Tu es d'accord? C'est vraiment de la neurologie fonctionnelle. Voilà, c'est pas, on prend pas les réflexes archaïques comme la seule chose, c'est pas un but en soi, ça fait partie du travail du développement sur le système nerveux et quand on comprend comment le cerveau fonctionne, ben, c'est beaucoup plus. Puis je vais aussi vous montrer des façons différentes justement je pense que Capucine a fait, puisque voilà, il y a vraiment une spécificité avec, on peut vraiment travailler avec des enfants même difficiles. Voilà. Et ça, c'est pas souvent, on trouve pas souvent ça non plus. Voilà, c'est vraiment les réflexes archaïques dans la méthode du docteur Melillo, qui, comme je vous ai dit, va beaucoup plus loin que les réflexes archaïques, mais qui est déjà une base indispensable. C'est vraiment la base dans tous les cas. Et certains enfants, pour moi, sur certains enfants, ça suffit. On intègre les réflexes et on a récupéré ce qu'on voulait. Sur d'autres enfants qui ont des troubles neurodéveloppementaux plus, plus difficiles, quoi. Enfin, pas difficiles, mais comme les troubles du spectre de l'autisme ou la dyslexie ou un vrai TDAH, ben, là, il faut aller aussi sur l'équilibre hémisphérique, d'accord? Mais ça fait pas partie de cette formation-là. Là, c'est vraiment le cerveau et les réflexes archaïques et le tonus musculaire. Voilà. Et donc, Carole, elle demande est-ce que tu vas expliquer comment les parents vont travailler sur l'enfant pour intégrer le réflexe? Oui, oui, Bien c'est le cœur sûr, de cette bien sûr. formation. C'est vraiment comment on C'est très travaille. pratico-pratique comme,
Alors oui, c'est en vidéo, c'est sûr que c'est bien après d'arriver à se voir, mais je veux dire, c'est très clair. C'est voilà, c'est ce que disait tout à l'heure Capucine. C'est vraiment très clair. Vous partez pas de là en vous disant, ah, ce réflexe-là, oh là là, comment celui-là, comment on fait déjà? Non, c'est vraiment, je vous donne la base de pourquoi, comment rechercher ce réflexe, comment l'intégrer en le stimulant directement et avec un ou deux exercices maximum. Mais voilà, on part pas sur 10 exercices pour un réflexe. Pas du tout. On est vraiment sur ce qui est efficace. Vraiment du pratico-pratique. Oui, oui, ça c'est sûr. Et voilà, c'est vraiment ce que c'est mon ma motivation dans toutes mes formations, c'est même si c'est effectivement de la visio, comme tu dis, mais de faire des trucs très pratico-pratiques, applicables rapidement. Voilà, Voilà, c'est-à-dire que vous pouvez faire voilà, les premières vidéos et appliquer le lendemain avec un enfant tout que à fait. vous voyez en Exactement. Mm. consultation. Delphine, donc tu demandes donc la formation sur l'équilibre des hémisphères cérébraux. Effectivement, il faut avoir suivi la formation sur les réflexes parce que c'est la base en fait. Donc une fois que Elisabeth elle aura fait cela, si voilà, s'il y a un groupe suffisant qui est intéressé pour l'équilibre hémisphérique, pourquoi pas faire la suite après. Mais voilà, pour l'instant, c'est pas prévu, mais on verra en fonction des demandes aussi. Donc oui, il y a un replay pour ceux qui arrivent un peu en retard. Donc voilà, ok. Super. Eh ben, je pense qu'on a un peu balayé toutes les questions. Et merci d'avoir été si nombreux en 2 janvier et puis d'avoir été là jusqu'au bout. Euh, alors, Nicole, tu demandes la disponibilité des fiches et des vidéos sont-elles à vie? Alors, toute la partie qui est à moi, donc qui est Kids Move, donc tout ce que vous avez dans l'espace de formation, effectivement, ça c'est disponible à vie. Il y a juste le live et il sera fait avec Elisabeth. Et là, les vidéos du live, elles seront disponibles une semaine. Donc, vous avez toute une partie effectivement qui est disponible autant de temps que vous voulez. Vous aurez aussi Remontrer des documents. Ouais. les dates de la formation. Tout à fait. Alors, je vais les redonner. Touc, touc, touc. Ça commence le 12 janvier. Et donc, c'est... attends, qu'est-ce qu'on avait dit? Lundi, Mardi, jeudi, je jeudi? crois. C'est ça? Lundi, jeudi, Lundi, jeudi? il me semble. Le- non, Fait C'est douter. lundi, jeudi Ouais. pendant 1, 2, 3, 4 semaines. C'est ça. C'est les lundis et Il y a les jeudis. 10, il y a 10 séances en tout. Voilà, donc c'est le 12, le 15, le 19, le 22, le 26, le 29, le 2 et le 5. 12h30, 14h. Et ça, on vous remettra dans le mail, dans les mails. Mais voilà, en gros, ça commence le 12, c'est le lundi et le jeudi, tous les lundis et le jeudi pendant 4 semaines. C'est bon, tu as pu noter ou est-ce que tu veux que je te les renote dans le... Je peux les renoter peut-être dans le... Mince, j'ai perdu les dates. Voilà. Alors, 12, 15, 19, 22, 26, 29. Ça, c'est janvier. Et 2, 5 février. Hop. Il y a actuellement. Ah, Et je crois qu'il y a un autre webinaire la semaine prochaine, s'il y en a qui ont raté, qui arrivent à la fin. voilà, oui, oui. Ceux qui arrivent à la fin, on le refera donc le 8 pour ceux qui veulent reparticiper. Voilà, et bien, merci beaucoup d'avoir été là. Vous recevrez toutes Mm. les informations voilà, par mail, le replay, l'accès à la formation avec le petit code promo. Vous recevrez tout ça par mail. N'hésitez pas à me mettre un mail également si il vous reste des questions pour pouvoir vous inscrire. Et puis, je vous souhaite un bon démarrage de 2026 avec, j'espère, une nouvelle formation pour vous sur les réflexes archaïques. Voilà, bonne, Merci beaucoup. Bonne bonne soirée. soirée. Merci, au revoir. Au revoir.